Alors, il y a différentes choses dans l'énéagramme. Une métaphore que j'utilise souvent, c'est de dire, vous avez, j'aime bien celle-là, vous avez un jeu de cartes avec 9 cartes dans les mains, 9 stratégies d'interaction. Et face aux événements de la vie, j'en joue une, j'en joue l'autre. Sauf que votre jeu de cartes, elles ne sont pas toutes pareilles. Il y en a une, elle est cornée, elle est usée, il va falloir mettre du scotch, hein, parce que... Et il y en a une autre, on dirait qu'elle sort du paquet, hein. On ne joue jamais ça. Et tous les intermédiaires entre les deux. Donc on a un profil de jeu, quelque part, entre des choses que je joue plus, des choses que je joue moins. Et quelque part, un des travaux sur l'énéagramme, ça va être de rééquilibrer son jeu. Ça peut être en 2 lettres d'ailleurs le jeu. De rééquilibrer son jeu, donc de faire ce qu'on appelle s'intégrer. Et donc de devenir de plus en plus, non pas contraint dans une stratégie qui finalement est un pilote automatique, qui est une vraie transe, mais être dans quelque chose de plus large. Alors, à un moment donné, on va faire un travail qui élargit notre jeu. Donc quand on prend le symbole de l'énéagramme, ce rond avec les points autour, finalement c'est chercher à aller vers le centre. Et puis à un moment donné, on pourrait supposer quelqu'un qui a fait le travail et qui est vraiment au centre. Alors là, telle situation, il se comporte comme ci, telle situation, il se comporte comme ça. Quelqu'un qui voudrait faire du décodage, il n'y arrive pas parce qu'il lui sert un truc, 5 minutes après, il lui sert autre chose. C'était très bien. Et donc cette personne-là, finalement, si ce n'est pas les automatismes qui décident, qui décide? Peut-être cette fameuse essence à ce moment-là qui s'est réveillée. Cette personne-là, donc qui a fait un travail d'équilibrage, alors une question qu'on me pose des fois, c'est est-ce qu'on peut changer, entre guillemets, de base de départ? Ben non, parce qu'une fois que je suis au centre, je ne vais pas m'amuser à me réidentifier ailleurs. Ça n'a pas de sens. Alors c'est plus que du masochisme. Qui sait, hein, des fois, c'est bizarre. Mais cette personne qui serait au centre, mettez-lui je ne sais pas moi, un bombardement, un truc suffisamment fort pour que le stressomètre il soit à 300%. Et là, tout d'un coup, vous allez voir retour à la niche. Vous allez voir réapparaître. Vous allez voir réapparaître, il va se désintégrer. Alors, il faut taper très fort chez quelqu'un. Il faut taper suffisamment fort, il va se désintégrer, et toujours vers sa position de départ. Parce que c'est... Ouais. Oui, quand on va au fond du trou. Ça peut être aussi dans un effet boomerang parfois. Alors après, il faut mettre de la subtilité là-dedans. Mais, oui, mais quand tu es vraiment allé au fond du trou, là, il y a une façon de réagir qui est structurelle chez la personne parce que dans son incarnation, elle s'est construite comme ça. Et à un moment donné, cette personne qui serait au centre du cercle, il y a toujours en filigrane cette emergency exit, cette voie de secours, elle est toujours là. Et cette personne-là, si on voulait qu'elle ne récupère pas, même sur un gros stress, si elle ne voulait ne jamais revenir à la niche, ça veut dire qu'il faudrait effacer le chemin. Ça voudrait qu'il faudrait faire un truc que certaines traditions appellent la mort de l'ego. Parce qu'à un moment donné, cette petite base-là, c'est quand même un sentiment existentiel au niveau égotique. Donc, tant que vous avez un ego, vous avez ce chemin. Même s'il est maîtrisé, même s'il est inconscient. L'ego est une bonne chose aussi, hein. Heureusement. Quand même. Après, la question, c'est de le mettre à sa place. On va inscrire dans autre chose. Ou pas. Il n'y a pas d'obligation. Après, chacun fait comme il a envie, comme il le sent, ou comme son intuition lui dit. Ou de l'écouter un petit peu. D'autres questions? Bien sage. Je vous ai pas mis en transe quand même. Profitez, hein, c'est encore là 10 minutes. S'imbriquer? Ah, ben ça s'imbrique très très bien. Alors il y a plein d'éléments de systémie familiale. Prenons un truc classique qui sont les rôles de l'enfant, par exemple.
Alors, vous connaissez à partir du travail de Virginia Satir, le premier enfant, le premier-né, il a souvent un projet parental dessus, c'est le héros, hein, celui à qui on... Et puis en général, une fois que la place est prise, c'est pas toujours aussi simple que ça, mais dans l'archétype, c'est comme ça. Le deuxième, c'est le mouton noir. Maintenant qu'on en a un qui va porter le drapeau, le deuxième qui arrive après, lui, il va servir à détourner les regards de l'extérieur de tout ce qui ne va pas dans la famille. Il va porter tous les... comme ça. Et puis le troisième arrive et les deux places de choix sont prises. Donc lui, souvent, c'est l'enfant perdu. Et puis, si la famille est plus grande, à un moment donné, il y a beaucoup de monde, on a besoin, puis c'est le dernier, on a besoin un peu de s'amuser, on va l'appeler la mascotte, celui-là. Alors celui-là, même à 40 ans, on l'appelle bébé. Hein. Ça me fait chier, mais bon, c'est comme ça. Alors ça, c'est les grands rôles de Virginia Satir. Ça se couple très très bien avec l'énéagramme, parce que... Si on dessine un énéagramme, bon, je ne sais pas si tout le monde a déjà vu ce joli dessin. Voilà, ça c'est un énéagramme, avec les numéros, pour ceux à qui ça parle, sinon... c'est tout bête, hein. Dans une famille normalement biologiquement constituée, il y a un père, une mère. Donc il y a le père, la mère, après vient l'enfant. Donc le père, quelqu'un qui fait du 1, en général, c'est l'héritier, un héros. Quelqu'un qui fait du 2, c'est la petite maman. C'est la maman en second, hein, souvent. C'est une autre forme de héros. Il y a plusieurs formes de héros. Logiquement, le premier enfant, le 3, il y a une affinité entre le 3 et le rôle du héros, du porte-drapeau, qui est très forte. Et puis vous suivez, il y a une affinité entre le 4 et le mouton noir, qui est très très forte. Celui-là, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Hein. Ouf, une catastrophe. Et puis vous allez avoir une affinité entre le 5 et l'enfant perdu. Celui-là, il est dans son coin, personne ne s'intéresse à lui, sur son île déserte. Très fort. Alors quand vous arrivez au 6, et ça commence à faire du monde. Donc là, vous allez retrouver un autre héros. Mais ce n'est pas le héros là, c'est le héros de la fratrie. Ce n'est pas le héros de papa-maman, c'est le héros de la fratrie. Donc il y a des subtilités dans les formes de héros. Et puis là, il commence à y avoir du monde, donc il est temps d'avoir une mascotte. Et puis, pour finir, là, en général, vous avez souvent un autre mouton noir, différent. Et là, vous avez un autre enfant perdu. C'est pas du 100%, mais ça fonctionne en général très très bien. Donc ça, c'est une première application possible. Après, il y a plein d'autres applications comme les schémas d'interaction papa-maman qui vont complètement être en phase. On peut étudier ça. Je sais, dans mon cursus, je passe 2 jours là-dessus, à un moment donné. On commence par ça, puis après on va beaucoup plus loin. J'ai une question sur le point de départ, en fait. Vous partez du point de départ du père en 1, mais c'est systématique, ou est-ce que, puisque vous avez dit qu'effectivement on peut s'identifier au moins sur une base, si le père est en 3 ou en 7... Ah non, mais ça n'a rien à voir, ça c'est à un autre niveau. C'est-à-dire qu'après on peut avoir un père... C'est le schéma archétype qui me permet de vous dire... et de voir qu'effectivement ça fonctionne bien. Le 3 en général se colle un rôle de héros, le 1 aussi sous une forme différente. En général, ça marche comme ça. Après, ça n'a rien à voir avec le fait que votre père fasse du 2, du 6, du 8, et que votre mère fasse du 4, du 7. Non, non, c'est pas ce que je dis. Là, on est sur un niveau d'abstraction. Et pour trouver un peu ce schéma aussi dans une société, au niveau du patron et des ouvriers en fonction de... Ah, ça s'applique très bien. Moi, Énéagramme en entreprise, j'ai développé des outils très très intéressants. Hein. Et ce que je disais hier sur la dynamique de couple, pour ceux qui étaient là, comme je disais, il y a 3 semaines, j'ai
j'ai fait une matinée de consulting avec, c'était une COP, il y avait le président et le directeur. Et le président venait d'essayer de virer le directeur. Il y avait un 3 et un 8. Donc le président 3, dessous le directeur 8, voilà. Et donc on a fait une thérapie de couple hein, avec les deux bons hommes là. Et ils se voyaient différemment après. Hein. C'était très intéressant. Donc c'est des outils bien sûr qu'on peut transposer complètement à l'entreprise, à la systémie d'entreprise. On me pose une question, j'entends familial, je le pose comme ça. Mais il y avait une question là-bas depuis tout à l'heure. Comment décider de cette chérie n'existe presque pas dans les anciennes villes à Le décès cette schéma. Ce schéma, on en trouve des traces 2500 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie, ce décès. Excusez-moi, la relation familiale. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, ce que je viens de poser là à l'instant, là, ça N'existe presque pas dans les anciennes générations. Pourquoi il n'existe pas à cette époque? C'est-à-dire le fait qu'il y ait des moutons noirs, des héros, des choses comme ça, dans les anciennes générations, ça n'existait pas? C'est un point de vue. C'est un point de vue. Alors je sais pas quelles anciennes générations, mais enfin il me semble quand même dans des schémas même au XVIIIe, XIXe siècle, il y a l'héritage de l'aîné qui doit porter le drapeau de la famille plus loin, qui doit hériter du trône, c'est quand même des vieux schémas. On n'entend pas. Je n'entends pas. D'ailleurs, moi, c'est un point de vue, mais bon, moi, il me semble que ça marche assez bien, même quand on remonte dans le temps. Après, ça peut être subjectif. Hein. C'est très intéressant d'aller voir les fausses couches, les choses comme ça. Mais là, on rentre plus dans la systémie familiale, dans des constellations. Moi, je sais que l'énagramme est très intéressant. Par exemple, de d'autres applications, moi, je fais... et puis peut-être j'en organiserai tout public aussi, mais dans le cadre de mon cursus Maître Pratt, on se fait une journée, on a un grand tapis énagramme au sol, et on fait des constellations familiales dessus. C'est très intéressant. Parce que la règle que je pose par rapport à une constellation classique, c'est vous n'avez le droit... Vous n'êtes pas libre dans l'espace, vous n'avez le droit qu'à un point et une rotation sur le point. Et les gens bougent le long des traits, etc. Et quelqu'un qui est spectateur, il peut complètement décoder l'histoire de ce qui se passe. C'est juste... Donc on peut faire plein de choses. Plein de choses. Un enfant décédé, par exemple, est-ce que par exemple le 3 il va reprendre la place du 2 dans ce cas-là? Alors après, il peut y avoir des effets, effectivement, il peut y avoir des effets. Moi, je pense à un cas de figure où deux fils, et le premier, on lui fait porter le héros. Le deuxième, on l'aime aussi, mais en plus, il a développé du 4, hein, par hasard. Sauf que le premier, à un moment donné, il fait un travail sur lui et il devient un peu plus lui-même. Il fait le net avec le projet parental et il arrête d'être le héros. Clash dans la famille. Et le deuxième, qui attendait que ça depuis qu'il est né, reprend le flambeau et devient le héros. Mais un héros un peu coloré en noir quand même. Mais bon, il y a des phénomènes comme ça qui peuvent se passer. Le premier devient libre, mais par contre, au niveau des contacts familiaux, la famille continue à réclamer de lui. Mais dans le cas d'un décès, ça pourrait aussi s'envisager. Après, si on fait un travail sur soi, on va se libérer de ces schémas-là. Mais quelqu'un qui n'a pas de conscience, il est inconsciemment emprisonné dedans, avec des valeurs qui ne lui appartiennent pas, avec des injonctions qui ne sont pas à elle ou à lui, enfin, des choses comme ça.